France Culture, les matins d'été. Guillaume Erner. Mise en cause lors des manifestations et plus intensément encore depuis la mort de Naël. La police semble faire corps, elle réfute les termes de violence policière ou les accusations de racisme. Ses porte-paroles préfèrent parler de guerre, insistent sur la difficulté des conditions de travail. Ce qui est sûr, c'est que la police est en crise et l'on se penche ce matin sur ce quotidien des policiers. Pour ce faire, je suis en compagnie de Michael Kor. Bonjour Michael. Vous êtes journaliste à la Croix, vous avez publié un livre passionnant, Le Central, aux éditions Bayard. C'est tout simplement le récit d'une immersion d'1 an au commissariat de Roubaix. Et puis, nous sommes en duplex avec Alain Boer. Bonjour. Bonjour. Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Lorsqu'on évoque la crise de la police, dans quel état aujourd'hui est la police française? Comment imaginer les répercussions que va avoir cette période sur cette institution? Alors, la police française était déjà en crise majeure, une crise sociale, une crise culturelle, une crise morale et en partie une crise matérielle depuis longtemps. Elle est soumise à de nombreuses injonctions contradictoires, à des politiques alternatives et parfois peu compréhensibles, à des réglementations complexes et puis aussi à une difficulté de savoir exactement à quoi elle sert entre gardien de la paix, ce postulat magnifique qui avait amené à une réinsertion de la police dans les territoires du temps de la préfecture de police. C'était le modèle où on pouvait à la fois faire de la proximité et du petit judiciaire et répondre aux problématiques du quotidien, et puis l'intervention, l'antiterrorisme, l'anticriminalité, et aller au contact des espaces qui sont très particuliers en France, puisque la banlieue, la lieu du banc, cet espace non régulé où on n'était pas protégé par la ville et où on ne payait d'ailleurs pas l'octroi pour être protégé, a longtemps été un lieu de relégation, de ségrégation, qui est en train de devenir un lieu de sécession où on envoie les forces de l'ordre un peu comme la cavalerie au dernier moment et dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles. Donc le moral est bas. La situation s'est évidemment fortement aggravée du fait du drame qui s'est produit à Nanterre. Michael Kor, qu'est-ce que vous avez vu à Roubaix dans ce commissariat où vous avez mené non pas une vie de policier, mais une vie de journaliste au contact des policiers? J'ai vu des policiers peut-être beaucoup plus interrogatifs sur le sens que peut avoir leur métier et sur l'absence de sens qu'il peut avoir parfois, beaucoup plus interrogatifs que ce qu'on dit souvent. Alors évidemment, la crise actuelle, elle n'est pas propice aux grandes réflexions sur le lien police-population qui pourtant serait à reposer sur plein de plans, parce que comme me le disait un policier avec qui je discutais hier, il me dit bon, c'est vrai que c'est intéressant de s'interroger sur quels sont les problèmes de fond dans ces quartiers qui sont effectivement des lieux où les discriminations sont de fait. Quand on habite dans certains de ces quartiers, c'est qu'on est pauvre, c'est qu'on est pour beaucoup issu de l'immigration, etc. Il me dit bon, mais en même temps discuter de ça au moment où nous on vient de se faire asperger d'essence et qu'on nous a tiré dessus au mortier, c'est plutôt un moment de raidissement, un moment de clivage, un moment... Voilà. Maintenant, néanmoins, moi, ce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est une interrogation permanente de policiers, que ce soit des policiers de terrain, mais aussi des policiers dont on ne parle jamais, des policiers du judiciaire, qui ont été beaucoup mobilisés, là, parce que quand on a la demande politique qu'il y ait beaucoup d'interpellations, il ne faut pas simplement mettre des policiers sur le terrain, il faut aussi faire revenir, décaler des effectifs pour faire toute cette paperasse. Et ces gens se disent, mais en fait, quel est le sens de ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Alain Boer, lorsqu'on évoque le racisme dans la police, est-ce qu'il faut parler, selon vous, de comportement individuel, au contraire d'une question systémique? J'ai toujours eu un problème avec cette idée de la systématisation de tout pour des gens qui, en général, passent leur temps à expliquer qu'il faut individualiser le reste. Donc, je vais le dire une bonne fois pour toutes, il y a des policiers racistes, il y a des policiers fascistes, il y a des policiers cons, il y a des policiers malfaisants, et ils sont une petite minorité, et ce sont des individus. Parfois, éventuellement, il y a un effet de bande ou de groupe, mais une institution qui passe son temps à sanctionner les policiers, à expliquer que ce n'est pas ce qu'il faut faire, n'est pas une situation systémique. Le vrai problème, c'est la réaction de corps, une certaine forme d'omerta où la très grande majorité des policiers, pour des raisons qui sont celles de toute institution qui se sent agressée, défend ses brebis galeuses et ne se rend même pas compte qu'elle est en train de se suicider en le faisant. Le vrai problème de la police, ce n'est pas son côté raciste, fasciste ou dézingué systémique, c'est justement les interrogations qui viennent d'être très bien rappelées
par l'autre Michael Corr. corps, oui, pardon, c'est le vrai. L'effet de corps est une réalité, mais l'effet de corps ne remplace pas la réalité individuelle de policiers qui sont plutôt de braves gens, ou gendarmes d'ailleurs, et qui en général ne se posent pas de si peu de problèmes. Et puis, je rajoute à cela qu'il y a un sujet qu'on ne traite jamais et qui est très éclairant sur la nature de la relation entre une partie de la population et la police ou les gendarmes. C'est la situation des pompiers, car à eux, on ne peut rien reprocher, rien du tout, si ce n'est de sauver des vies et d'éteindre des feux. Et pourtant, ils sont autant agressés ou mis en guet-apens que les autres. Ceci démontre la problématique systémique, ou en tout cas, il y a un systémisme de l'attaque systémique sur le racisme et la xénophobie. Alors, vous refusez le systémisme dans un côté, mais vous le reprenez dans l'autre. Oui, je l'utilise à son sens inverse, parce que cette facilité visant à intégrer tous les individus dans un groupe, comme s'ils étaient tous la même chose, alors qu'ils sont tous différents, et que la quasi-totalité ou la très grande majorité d'entre eux ont des valeurs qu'ils défendent. Ce que je dénonce, c'est l'omerta dans la police et l'incapacité des policiers à expulser leurs brebis galeuses. Ça, c'est une réalité. Non seulement à l'expulser, mais pardonnez-moi, je vous coupe comme vous êtes en duplex, Alain Boer. Il y a eu aussi des réactions de syndicats policiers qui étaient assez inquiétantes, où il était question de guerre. On avait l'impression que de chaque côté, il y avait un durcissement et que l'on durcissait le dur, si j'ose dire. Ça n'est pas de nature à apaiser la situation. Ah, c'est certain, mais vous avez pu noter aussi d'autres syndicats policiers, car il y en a beaucoup, comme il y a autant de partis politiques, ont une position soit beaucoup plus modérée, soit beaucoup plus compréhensive. Moi, je salue, par exemple, ce n'est pas un syndicaliste, mais c'est un avocat qui défend les policiers, la très grande modération, la très grande précision et la très grande pondération de Maître Liénard, qui est l'avocat du policier mis en cause, expliquant très précisément ce qui s'était passé, y compris la demande de pardon à la famille. Je crois qu'il y a dans toute chose une situation de raidissement, une situation où on profite, où on surfe sur les événements pour montrer qu'on est le plus fort, le plus grand et le plus formidable, malheureusement, des deux extrêmes de la vie politique. Michael Corr. Je crois que sur la question qui est quand même matricielle du racisme, il y a des éléments de contexte à donner qui permettent de sortir de cette idée, voilà, est-ce qu'il y a un racisme systémique, est-ce qu'il y a des policiers racistes, etc. Je pense que Enfin, moi, en tout cas, la question que je me pose quand je travaille sur la police, c'est toujours quels ordres reçoivent-ils? Parce que, quelles que soient les séquences sur lesquelles on est, c'est-à-dire que ce soit du maintien de l'ordre, que ce soit là un fait divers dramatique, on regarde toujours le geste qui est posé par le policier. Et c'est bien normal, c'est-à-dire qu'il est responsable pénalement de ses actes, et c'est ça que la justice va regarder pour savoir si les choses ont été faites dans le cadre ou pas, si c'était pertinent ou pas. Néanmoins, un policier reçoit des ordres. Un policier, quand il intervient à tel endroit, c'est qu'il a été envoyé à tel endroit. Un policier, quand il prend une voiture en chasse, il annonce qu'il la prend en chasse. Quand un véhicule refuse d'obtempérer, il annonce refus d'obtempérer. Et on lui dit de cesser la chasse, on lui dit de ne pas cesser la chasse, etc., etc. Et en fait, si je dis ça, c'est parce que souvent, on fait porter à des policiers une action individuelle qui en fait est le résultat d'une décision plus globale. Je prends un exemple d'un jeune que j'ai vu dans un quartier à Roubaix qui se plaignait du fait d'être harcelé par la police. C'était un jeune qui était maghrébin et tous les jours, la police à 11h30 du matin venait lui demander ses papiers d'identité alors qu'elle le connaissait et c'était le même policier qui venait jour après jour. Eh bien l'intérêt c'était qu'en fait c'était un lieu de deal dans lequel les dealers qui vendaient de l'héroïne à cet endroit-là organisaient des ventes flash, c'est-à-dire qu'ils réunissaient une dizaine de personnes toxicomanes et ils leur vendaient des bonbonnes tous ensemble, ce qui leur permettait de faire moins de transport, etc. Et pour ce faire, en fait, ils fermaient un hall d'immeuble entre 11h et midi et empêchaient les habitants en fait, d'accéder à ce hall d'immeuble. Ah oui. C'était remonté jusqu'à la mairie, jusqu'au parquet, et c'était une décision en fait, de magistrats qui ont pris alors c'est un 78-2 pour être un peu technique, qui autorise en fait les contrôles d'identité à telle heure, dans tel quartier. Et moi, je revois la magistrate qui dit au commissaire, vous me harcelez ce point de deal. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ce qui était vécu comme une discrimination à cet endroit-là, et ce qui était fait chaque jour par ce policier, et je ne dis pas que ça recouvre tout ce qui se passe en France, mais à un moment donné, c'était ce qu'on leur demandait de faire.
Et ça me paraît quand même important de le souligner. Alain Boer, vous connaissez bien les polices du monde entier. La question du racisme dans la police, elle se pose évidemment ailleurs qu'en France. On pense notamment à la police américaine que vous connaissez bien par ailleurs. Là, qu'est-ce qui a été fait, si quelque chose a été fait depuis la mort de George Floyd? Est-ce qu'il y a des solutions que pourrait reprendre à son compte la police française? Alors d'abord, il y a 18 000 polices aux États-Unis et pas une seule, ce qui change un peu la donne. Il n'y a pas de décision centrale sur l'activité de la police. Chaque collectivité, localité, c'est le territoire qui fait la loi. Et donc, il y a un peu de tout en la matière. Mais dans les grandes villes, on va dire démocrates et assez marquées par ces événements, d'ailleurs dont beaucoup ont vu des polices elles-mêmes être mises en cause dans leur relation avec les populations et notamment les minorités, il y a eu des réactions de nature différente et en général assez extrêmes. Les unes ont été désarmer la police, defund the police, supprimer les crédits, voire même supprimer la police, rapidement remplacées par recrutons plus de policiers, car des émeutes et des pillages en centre-ville avaient amené une réaction tout aussi brutale dans l'autre sens. Et donc c'est une difficulté pour des élus que de devoir réagir aussi aux réalités électorales et aux demandes de la population. Mais dans beaucoup de cas, il y a eu de très grands efforts de formation, de suivi et surtout de systèmes disciplinaires internes extraordinairement fermes et parfois extérieurs. Les polices anglo-saxonnes ont compris qu'elles avaient tout intérêt à avoir un regard extérieur et pas seulement une situation, certes, techniquement acceptable, mais relativement incestueuse dans les conflits qui peuvent exister entre des policiers et la population. Et donc, il y a eu un certain nombre d'efforts, mais ils sont très loin d'avoir produit tous les effets qu'on pourrait imaginer, ce d'autant plus d'ailleurs, et c'est un des éléments les plus curieux qu'on peut constater quand on regarde de manière fine ce qui se passe, notamment quand il y a des morts dus à des tirs policiers, c'est que parfois une partie des policiers émetteurs sont eux-mêmes issus des minorités. Alors justement, je voulais vous interroger là-dessus, Alain Boer, parce que a priori, c'est l'une des idées les plus évidentes qu'on pourrait avoir. La diversité dans la police pourrait protéger la police du racisme. Qu'est-ce qu'on observe ? Pas exactement ça. Alors la diversité dans la police, c'est très bien pour des tas de raisons diverses. Ça permet de changer la police, de la culturer, mais le rajeunissement d'un certain nombre de cadres policiers qui sont renvoyés dans les quartiers dont on parle, les banlieues difficiles et tous ces clichés habituels, amènent mécaniquement à des confrontations de type bande contre bande plutôt que police contre délinquants. Et donc il y a un sujet dans la formation, l'amélioration de la formation, la continuité de la formation, l'adaptation à la formation. Vous prenez par exemple la loi de 2017, qui est ni bonne ni mauvaise, elle n'a pas d'intérêt sur les refus d'obtempérer. Les deux circulaires d'application de cette loi sont totalement différentes. Celle de la gendarmerie est légitime défense, concomitance et grosso modo, moins on tire, mieux on se porte. Et celle de la police dit à peu près l'inverse. C'est très étonnant de voir à quel point les cultures, notamment d'approche, de tir, une certaine désinhibition dans l'enveloppe générale, et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, une partie de ce qui se passe est le produit d'instructions qui ne visent pas à dire contrôle au faciès ou tir à vue, mais autodéfense, prise en compte d'un certain nombre d'éléments. Tous les éléments de la loi de 2017 sont une mauvaise réponse à une question qui est Viry-Châtillon, qui n'est pas un refus d'obtempérer, qui n'est pas un tir, qui est le fait de policiers grillés dans leur voiture alors qu'ils défendaient un poteau de vidéosurveillance avec des gens qui les empêchaient de sortir. Vous pouvez voir à quel point les effets, les conséquences n'ont plus rien à voir avec les causes. Et c'est une grande partie de la réaction politique aux questions de sécurité, c'est qu'elles sont totalement déconnectées et du quotidien des policiers qui disent des choses assez sensées sur la manière dont on pourrait améliorer leur métier et les relations avec les habitants, et la réaction politique qui se perd totalement dans la gestion de l'opinion et la médiatisation. Michael Kor, même question sur les policiers issus de l'immigration. Il y en a en France, il y a des appels aussi à ce qu'il y en ait plus. Qu'est-ce que vous avez observé à ce sujet à Roubaix ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est deux choses. La première, c'est que des policiers qui connaissent le terrain sur lequel ils travaillent, c'est des policiers qui ont une facilité de discernement. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu observer à Roubaix, c'est des policiers qui, sans forcément venir de Roubaix, sont contents d'habiter dans le Nord, parce que souvent ils sont originaires de là, ils ont commencé en région parisienne, et ils sont contents de revenir. Et en fait, en région parisienne, leur travail était difficile aussi par le fait qu'ils n'avaient aucun référent culturel commun
avec les jeunes. C'est-à-dire que dans le Nord, si vous partagez ne serait-ce qu'un jargon, le goût pour, je sais pas, un rappeur, parce qu'il y a des jeunes policiers qui sont aussi dans une culture qui sont assez loin de ce qu'on imagine parfois, des caricatures, et puis le fait de supporter une même équipe de foot, et ben ça fait quand même des référents communs, ce qui fait que le dialogue est possible. Et ça donne aussi, je dirais, le fait de comprendre une sociologie, de comprendre finement un territoire sur lequel on est, ça donne une approche policière différente. Je prendrai un exemple. C'est un jour un policier qui arrête un jeune mineur au volant. Alors il allait regarer une voiture et puis finalement il y a un débat qui s'engage entre les policiers dans l'habitacle ce jour-là sur est-ce qu'on lui met l'amende ou pas. Et finalement le jeune sera uniquement sanctionné parce qu'il avait un pochon de cannabis, mais pas parce qu'il conduisait sans permis. Et donc je discute avec le chef de bord et qui à la fin m'explique, il me dit moi je suis de Roubaix. Et en fait, j'ai vu, parce que la mère de ce jeune s'était approchée, je sais dans ce quartier-là dans quelles conditions vivent les gamins. Et je sais qu'en fait, il y a une telle promiscuité. Ils vivent avec de nombreux enfants dans des endroits tellement petits, tellement insalubres, qu'en fait, souvent, ils sortent dans les voitures juste pour avoir une pièce en plus, pour avoir un peu d'intimité, pour passer un coup de fil au copain, à la copine, etc. Et il me dit, je me souviens d'un gamin, il avait acheté une 206, elle roulait pas, mais il l'avait garée devant chez lui, ça lui faisait une pièce pour squatter. Et ça, c'est des compréhensions un peu empiriques qui ne sont permises uniquement par le fait de venir du territoire, de le connaître finement, d'avoir des attaches et d'avoir un regard sur ce territoire qui n'est pas uniquement policier, qui vient aussi d'une cousine qui travaille à l'hôpital, d'un autre qui est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alain Boer, ça veut dire que aujourd'hui, si on essaye de jouer sur le recrutement dans la police, sur un certain nombre de lois, mais comme vous venez de l'expliquer avec la loi de 2017, elle devait être protectrice de la police, elle est devenue une loi inquiétante pour beaucoup de Français. Bref, on ne sait pas trop comment on pourrait réussir à résoudre ou en tout cas amender cette situation pour que la police ne constitue plus une menace pour une partie des Français. Oui, d'abord, il faut simplement reprendre ce qu'elle doit être la police. Ce sont des gardiens de la paix, c'est ça, cette belle invention. Et donc, il faut revenir à ça. Et deuxièmement, il ne faut pas demander à la police de faire ce qu'elle n'est pas faite pour faire. Elle n'est pas faite pour remplacer tous les acteurs médiateurs sociaux et surtout la place des familles. Il y a une grande place pour les mères MAIRE, il y en a une encore plus pour les mères MERE. Il y a un sujet majeur de désinfantilisation, de réinsertion, de réhabilitation de ce qu'on appelle les usagers et les administrés, avec une certaine forme de mépris qui ne sont pas que des clients, mais qui doivent revenir des citoyens. Et donc le partenariat avec les familles qui devrait permettre à la police de refaire son métier, qui n'est pas celui d'être la voiture balai de la société et de se trouver en situation de confrontation permanente, est un enjeu majeur. Mais vous avez raison, recrutement, formation, sortir des caricatures pour prendre en compte ce qu'est déjà la diversité de la police sont des éléments qui vont tout à fait dans le bon sens. C'est un peu lent, ça n'est pas toujours facile, mais là on est dans un moment particulier où on est un peu à qui tout double de ce point de vue-là. Merci Alain Boer. Je rappelle que vous êtes professeur de criminologie au CNAM. Michael Cor, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous êtes journaliste à la Croix et vous avez publié Le Central aux éditions Bayard, le récit d'un séjour, d'une enquête que vous avez effectuée dans un commissariat de Roubaix. Vous serez rejoint par David Lebars, il est secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. 7h-9h, les matins d'été, Guillaume Erner. On essaye de regarder les rapports qu'entretient la police avec les Français et plus particulièrement avec les habitants des banlieues. Pourquoi leurs relations se sont-elles dégradées? Comment les policiers y perçoivent-ils leur rôle? Nous sommes en compagnie du journaliste Michael Cor. Vous avez publié Le Central, un livre consacré à votre immersion dans un commissariat de Roubaix. Et puis nous sommes en duplex avec David Lebars. Bonjour. Bonjour. David Lebars, vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Tout d'abord, comment vivez-vous cette période? C'est une période difficile, hein, on va pas se mentir, exceptionnelle dans le sens de l'intensité. Voilà, c'est un épisode de violence urbaine. Quand on regardera un petit peu avec le regard de l'histoire,
je pense qu'on considérera que c'est sans doute un des pires de Mhm. ces dernières années. Et puis, il faut aussi regarder les choses en face, malgré la difficulté de cet épisode où il y a eu des exactions relativement gigantesques. Le bilan humain, fort Mhm. heureusement, avec toutes les réserves requises, le bilan humain est à l'honneur aussi des forces de l'ordre, puisqu'il y a vraisemblablement pas de morts ou pas de blessés graves, et c'est heureux. Mais je crois qu'il faut encore être très prudent, parce que d'abord, on n'en a pas forcément terminé, et puis tout ça est assez précaire. La cagnotte pour la famille du policier auteur des coups de feu. Qu'est-ce que vous en pensez, David Lebars? Écoutez, j'en pense d'abord qu'elle a été ouverte par un responsable ou en tout cas quelqu'un qui s'affiche de l'extrême droite. Et ce qui est assez gênant, surtout dans un moment où il faut du calme et du rassemblement, quelqu'un qui en fait un outil de communication politique, ce qui est très désagréable parce que ça se fait au détriment des personnes qui, je pense, veulent juste permettre à la famille de ce policier qui est mis en examen, il a le droit à la présomption d'innocence, il rendra des comptes à la justice, mais les personnes qui contribuent sont des personnes qui veulent aider la famille. Il faut rappeler une chose, c'est que cette famille, elle a été outée, son nom, son adresse a été mise à la pâture des Mhm. émeutiers, et ces gens-là sont obligés de se cacher et de vivre cachés et de se Mhm. loger. Ils ont même été à nouveau obligés de déménager parce que même leur hôtel a été identifié. Donc voilà, l'utilisation politique de cette cagnotte est indécente et je trouve vraiment regrettable d'en faire autant, alors que sans doute il y a des donateurs qui font ça avec un esprit pour aider. Mais on évoquait tout à l'heure avec Alain Boer le fait que la police souvent avait tendance à faire corps, qu'il y avait une omerta, mais peut-être aussi, je ne sais pas, une compréhension. Bref, quel est l'état d'esprit aujourd'hui des policiers par rapport au meurtre de Naël? Alors c'est très clair. D'abord, la police vit très mal le procès en attaque systémique pour une faute individuelle, si toutefois, à la fin des fins, Mhm. c'est-à-dire au bout du procès, il y a une faute qui sera reconnue. C'est comme si on considérait qu'un médecin qui rate une anesthésie justifie de remettre en cause toute la médecine. Bon, ça, c'est mal vécu. Ensuite, cet épisode de violence urbaine, il est tellement puissant que la police a compris qu'elle était la cible. Des policiers ont Mhm. été attaqués pour ce qu'ils Mhm. sont, des élus aussi, et ils ont eu un état de sidération. Et en même temps, ils sont restés concentrés, ils sont restés lucides, puisque on regarde au bout de 7 jours, vous voyez quand même que les choses ont été canalisées, même si les dégâts sont immenses. Donc la police, mais comme toute autre institution, vit mal les procès en attaque systémique. Moi, quand j'entends que la police est laxiste, je trouve la justice est laxiste, c'est le genre de procès que je trouve lamentable, parce qu'on n'attaque pas une institution par son fonctionnement en la dénonçant collectivement. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Les personnes, évidemment, sont nuancées. Donc voilà, la police est à nouveau au cœur des polémiques. Elle est évidemment, elle en est pas naïve, hein, à l'origine des événements, puisque c'est un Mhm. policier qui est mis en cause sur un tir. Mais voilà, toutes les attaques collectives sont assez mal ressenties, surtout elles sont réitérées de façon assez récurrente. Jean Lémarie. Vous veillez à faire la distinction entre le comportement des individus sur le terrain et ce que serait l'ensemble du corps policier. Est-ce que vous voyez tout de même que cette affaire révèle ce qu'on sait et ce qu'on dit depuis des années, c'est-à-dire que dans les quartiers les plus pauvres, dans ces banlieues, les habitants ne sont pas contrôlés, par exemple, de la même façon qu'ailleurs. C'est les chiffres qu'on a rappelés ces derniers jours. Le fait que si vous êtes un homme ou un jeune homme noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de chances ou de risques d'être contrôlé que si vous êtes un jeune homme blanc ailleurs. Mais je connais bien sûr ce débat-là, et vous savez, moi-même, j'ai été policier dans les quartiers, comme on dit, hein. J'ai été en Seine-Saint-Denis, j'ai été dans un quartier difficile. Mais il y a aussi un contexte dans ce débat-là. Dans les quartiers, ont été logés, il faut regarder aussi du côté de la politique de la ville et des choix de la classe politique, ont été logés des gens qui originellement étaient issus de l'immigration, dans ces quartiers-là où il y a beaucoup de chômage, où il y a beaucoup de misère sociale, beaucoup de difficultés, beaucoup d'enfants dont les parents sont finalement absents parce qu'ils travaillent, sont en famille monoparentale, il y a beaucoup de délinquance. Donc on ne peut pas regarder uniquement sous l'angle du rapport entre le policier et l'individu si on ne prend pas le contexte de délinquance, le contexte social, et si on ne regarde pas ça avec un regard comparatif. Les quartiers, comme on dit, ou les banlieues difficiles, c'est pas la même façon de faire de la police que dans le 16e arrondissement. Ce sont pas les mêmes thématiques, ce sont pas les mêmes problèmes. Ça n'exclut pas les relations police-population. C'est un sujet que je connais. Moi, j'accepte ce débat-là, j'accepte la transparence. Vous savez que je suis quelqu'un qui reconnaît quand il y a des difficultés. Mais voilà, moi, je ne crois pas qu'on sortira de cet épisode en ne regardant que par le prisme de la relation entre le policier et la population, parce que le sujet des violences urbaines ou des quartiers, c'est un sujet qui a plus de 40 ans, et je crois que s'il n'a pas été réglé, c'est qu'il n'a pas forcément été toujours pris par le bon angle.
Michael Kor, vous qui avez donc vécu avec ces policiers à Roubaix, comment vivait-il cette question? Eh bien, de manière, eh bien, en fait, en fonction du contexte, les choses étaient très différentes. C'est-à-dire qu'en période de violence urbaine, effectivement, les choses se tendent. Et je trouve qu'il faut lutter contre une description simplement d'un groupe contre un autre. C'est-à-dire que quand les policiers, là, ces derniers soirs, interviennent, ils interviennent pour des missions de sécurisation. Parce que je me permets de quand même corriger une chose. On dit qu'il n'y a pas eu de mort. Il y a quand même un jeune qui est mort en tombant d'un toit à Petit-Quevilly, en Seine-Maritime. Et à Cayenne, il y a quelqu'un qui a pris une balle. Et en fait, quand des policiers interviennent dans des contextes de violence urbaine, ils interviennent pour pas qu'un pavillon crame, ils interviennent parce que dans les cas de pillage, moi j'ai des policiers qui m'ont dit mais il y avait plein de sang parfois c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en pillant se blessent, etc., etc. Et en fait, le travail sur les quartiers, c'est un travail qui effectivement génère des situations qui peuvent être très explosives, et aussi parce qu'il y a des pratiques policières qui sont à questionner et qui sont à questionner politiquement. Quelle pratique? Par exemple, contrôler l'identité. Les Anglais c'est intéressant de toujours ramener à la responsabilité politique et aux ordres qui sont donnés. Les Anglais se sont dit, pour nous, eh bien, cette question de demander l'identité à quelqu'un, elle est trop sensible parce qu'on voit bien que sur la question du fait d'être racisé, etc., eh bien, ça renvoie à des choses trop sensibles. Ils l'ont supprimé. Mais par ailleurs, ils ont mis en place le choc tactique, c'est-à-dire que à Londres, vous avez le droit de percuter un véhicule parce que les Anglais ont développé une hypersensibilité au vol à l'arraché en fonction des deux roues. Donc on voit bien que les demandes politiques et la sensibilité, elle est à géométrie variable. David Lebars, est-ce que, alors, pour tenter justement de résoudre ou d'aplanir ces difficultés, ce soupçon de racisme vis-à-vis de la police, est-ce que le récépissé qui a été abandonné aurait dû être appliqué? On parle par exemple de mettre des caméras sur les policiers, ça a commencé d'ailleurs. Si la pratique était généralisée, cela permettrait à la fois de savoir comment le policier s'est comporté, mais aussi parfois comment le jeune qui est en face de lui s'est comporté. Ça serait peut-être une solution, non? Je vous répondrai très directement à votre question, mais vous me permettez 5 secondes pour répondre à Michael Kor. Bien sûr. Il n'y a pas de mort par action directe de la police. La personne qui est tombée d'un supermarché était un SDF notoirement connu pour dormir à cet endroit-là. Malheureusement, c'est un accident. Et le mort à Cayenne, c'est un civil qui a voulu tirer sur la police et dont la balle a ricoché sur un autre civil. Je tenais à donner cette précision, c'est important dans le bilan de ce matin. Moi, je suis favorable à l'installation de caméras à 100% sur tous les policiers qui patrouillent. Je le dis depuis 5 ans que je suis secrétaire général, à la fois sur les piétons, à la fois dans les véhicules. Ça fera exactement ce que vous venez de dire. Ça donnera des images à charge et à décharge. Et ça responsabilisera tous les policiers de France quand ils sont en intervention, en sachant que ce qu'ils font, c'est filmer et ça les met dans le cadre républicain. Et d'ailleurs, je rappelle, c'est une demande de tous les syndicats responsables majoritaires. Jean Lémarie. Le débat politique se développe aussi depuis quelques jours, David Lebars, sur les changements intervenus en 2017 sur la doctrine d'action, de réaction des policiers, sur les circonstances dans lesquelles ils peuvent ou pas faire usage de leurs armes. Une partie de la gauche souhaite qu'on revienne sur les changements de 2017. Qu'en pensez-vous? Est-ce votre cas? Écoutez, moi je pense que dans une crise, il est toujours temps de laisser passer cette crise et de la gérer pour ensuite réfléchir à froid sur le dispositif juridique. Cette loi de 2017, elle n'est pas venue par hasard, elle est venue sous un gouvernement de gauche, elle est venue dans un contexte qui est celui de l'augmentation de la violence. Il n'y avait pas que les violences terroristes d'ailleurs, il y avait tout le sujet du cadre général d'usage des armes par rapport à des violences qui mettent en danger les personnes ou les biens. On est en train peut-être de remettre en question ce dispositif alors même que l'instruction ne fait que commencer dans une affaire qui est certes exceptionnelle, mais qui est une affaire exceptionnelle et un fait divers, mais sans dénaturer la gravité du résultat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'usage des armes, le texte, le 435-1 dont on parle, cette loi de 2017, il est extrêmement précis. La question, c'est s'il est compris par les policiers et par les magistrats. Parce que c'est pas seulement l'articulation avec la légitime défense qu'il faut regarder, c'est quel type de menaces nous avons face à nous et qu'est-ce qu'on donne aux policiers et aux gendarmes pour faire face afin d'éviter que des citoyens soient blessés, écrasés par des accidents de la route liés à des comportements irresponsables. Et vous le savez, c'est aussi en augmentation en France. Justement, David Lebars, on voit que le bilan de ces émeutes est beaucoup plus lourd que les émeutes de 2015, alors même que celles-ci ont duré bien moins de nuits. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça signifie réellement qu'il y a des comportements de plus en plus violents?
Mais ça, c'est une réalité qu'on dénonce d'ailleurs depuis longtemps. Il est plus lourd en 6 jours de temps, alors que les émeutes de 2005 ont duré plus de 3 semaines. Je crois que le MEDEF, ce matin, a donné un bilan provisoire de plus d'1 milliard d'euros de dégâts. Il y a des blessés côté policiers, il y a sans doute beaucoup de blessés aussi côté population. C'est un bilan abominable. Et ce bilan, c'est celui de la violence et de la délinquance, parce qu'on regarde certaines scènes au microscope, mais des pillages en pleine journée, des attaques de mairies, des attaques de bâtiments publics, des attaques de policiers, elles sont à la fois plus nombreuses et surtout, certaines visées à tuer. Quand on utilise des cocktails Molotov ou qu'on lance une voiture incendiée dans le domicile d'un maire, le but, c'est de tuer, donc c'est extrêmement grave. Et il y aura un jour d'après. Le jour d'après, ce ne sera pas seulement les relations de la police dans la banlieue, ce sera les relations de la police face à la délinquance, et ce sera la réponse de la classe politique par rapport à la délinquance. Parce qu'encore une fois, si on parle de délinquance et qu'on relie ça aux banlieues, on ferait l'erreur de croire que dans les banlieues, il n'y a que des délinquants. Ça n'est pas le cas non plus. Un des sujets du rapport de la police avec la population, c'est de considérer que dans nos réunions de quartier, j'en ai animé beaucoup, il y a beaucoup de gens qui viennent dans ces réunions et qui demandent de la sécurité. Il n'y a pas que des gens qui se plaignent de la police, bien au contraire. Un mot de conclusion, Michael Kor. C'est vrai, ça doit aussi nous amener à réfléchir aux politiques policières qui sont mises en place et aux moyens qui sont donnés. C'est-à-dire que là, on voit fleurir des discours, notamment à droite, qui se disent pro-police, très sécuritaires, mais il faut quand même rappeler que les dernières grosses baisses d'effectifs, c'est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, moins 9000 policiers et gendarmes en moins. Et c'est ça l'explication du passage d'une police de proximité, qui est une police qui maille le territoire et qui est une police aussi qui est consommatrice d'unités, d'hommes, pédestres, à une police et des techniques policières peut-être différentes, plus motorisées, plus offensives et moins nombreuses. Merci Michael Kor. Je rappelle le titre de votre ouvrage, cette immersion dans un commissariat de Roubaix, Le Central. C'est un livre publié aux éditions Bayard. Et merci beaucoup David Lebars d'avoir été avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. On se retrouve dans quelques instants pour la page culturelle des matins de l'été.